Messieurs les décideurs du secteur public et privé, permettez-moi de commencer par une petite confidence. On dit souvent qu'il existe deux certitudes dans la vie. La première, c'est que, excusez-moi, je suis totalement enrhumé. La première certitude, c'est que nous finirons tous par quitter ce monde. Tout le monde est d'accord. La deuxième certitude, c'est que nous paierons tous des impôts. Ouais. Personne n'échappera. Mais aujourd'hui, j'aimerais en ajouter, merci, une troisième certitude. La troisième certitude, c'est que la fiscalité change tellement vite que même nous, les fiscalistes, passons notre temps à mettre à jour nos connaissances. Sinon, on est dépassé. Et pourtant, derrière cette dernière certitude, se cache une réalité extrêmement sérieuse. Il y a 20 ans, la fiscalité était essentiellement une affaire de comptable. 20 ans en arrière. Aujourd'hui, elle est devenue une affaire de chef d'État, une affaire de ministres, de directeurs généraux, de conseils d'administration, une affaire d'investisseurs et même une diplomatie économique. Et pourquoi ça? Parce que la fiscalité internationale est désormais l'un des principaux leviers de compétitivité économique, dans la mesure où elle influence les décisions d'investissement, les choix d'implantation des entreprises, la compétitivité des économies, la mobilisation des recettes publiques et plus largement la souveraineté des États. Donc c'est ça actuellement la fiscalité. Si on parle de fiscalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Avec votre permission, peut-être on va essayer de passer rapidement sur le support que nous avons préparé pour vous. Donc, les tendances actuelles de la fiscalité internationale au Sénégal. S'il vous plaît, slide. Oui, bon, ça c'est Face Africa, donc les hommes et les femmes qui travaillent quotidiennement pour faire avancer la fiscalité au Sénégal et en Afrique. Donc on est une équipe relativement très jeune, hein, pour vous présenter rapidement Face Africa. Donc c'est ça notre équipe. Vous voyez Mbaye Thiam, professeur Mbaye Thiam, c'est le président d'honneur de notre conseil d'administration. Et Issakha, il est ici présent, associé. Et Martarsi également, notre DGA associé. Slide. Nous sommes dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes un peu dans le BTP. Nous avons beaucoup travaillé avec les entreprises turques qui interviennent au Sénégal. Et pour résumer, dans tous les secteurs d'activité, au moins dans 3 ou 4 secteurs d'activité, nous sommes peut-être le cabinet fiscal leader au Sénégal parce que nous conseillons beaucoup plus d'entreprises de ces secteurs-là que les autres confrères. Donc, vous voyez, et peut-être aussi le plaisir de partager avec vous certaines distinctions récentes que nous avons eues, parce que nous, on était dans notre coin, on ne sortait pas. Peut-être l'ITSEN est venu nous chercher. Donc, moi, je ne connaissais pas Momodou. Je l'ai connu l'année passée à travers la distinction qu'il a bien voulu nous décerner. Donc, peut-être l'appétit venant en mangeant, on a été
sélectionné par le Financial Times est classé 64e parmi 150 entreprises africaines avec une croissance rapide, très rapide, en 2026. Voilà. Donc également, on a été aussi désigné par ITR World Tax. Donc c'est le référencement mondial en matière de fiscalité parmi les entreprises de référence au Sénégal. Voilà, donc pour rapidement passer sur la présentation, donc on va mettre le focus, slide. On va mettre le focus sur les tendances, parce qu'on parle de tendances actuelles. On va tout de suite aller sur les tendances dans la présentation. Nous avons identifié 4 grandes tendances qu'on va partager avec vous. Ensuite, en deuxième point, nous allons vous dire pourquoi ces évolutions concernent le Sénégal. En troisième point, nous présenterons les 5 défis que nous avons identifiés pour les entreprises sénégalaises et africaines. Et quatrième point, les recommandations stratégiques de FACE Africa. Les recommandations qui découlent de notre constat et de nos réflexions. Et enfin, on va conclure sur une note positive. Tendance 1. On a tous constaté au Sénégal et dans la sous-région ou en Afrique en général la fin de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive. Avant, le transfert artificiel de bénéfices vers les autres juridictions était toléré, en tout cas était moins surveillé. Mais actuellement, toutes les administrations sont outillées pour vérifier la réalité des transactions et l'effectivité des transactions au niveau de l'état d'imposition. Et par le biais des échanges automatiques d'informations, les administrations fiscales se parlent, elles sont bien organisées, elles sont connectées maintenant. Et la surveillance des paradis fiscaux, dès lors que dans un dossier, un paradis fiscal s'affiche, le contrôle devient beaucoup plus rigoureux. Et également, les contrôles coordonnés. En général, les groupes de sociétés ou les sociétés qui sont dans un secteur d'activité et où les fournisseurs d'une grande entreprise de la place, en général, quand on contrôle l'entreprise cliente, on contrôle également les entreprises qui fournissent les biens et les services. Et c'est le cas aussi pour les groupes de sociétés. En général, le contrôle, il est combiné. Voilà. La conséquence, c'est que les conventions fiscales, le contrôle des opérations transfrontalières prennent une importance considérable pour les groupes. Les groupes de sociétés qui jadis faisaient l'optimisation fiscale agressive sont maintenant plus regardants par rapport à toutes les opérations qui se passent à l'intérieur de ces groupes-là. Simplement parce que le contrôle est renforcé, le contrôle est systématique, toutes les opérations transfrontalières sont contrôlées par l'administration fiscale, une attention particulière est portée au prix de transfert, c'est-à-dire que si c'est des entreprises apparentées qui font des transactions entre elles, l'État veille à éviter que le bénéfice soit transféré dans un État où l'imposition est plus modérée. Et souvent, c'est le fait des multinationales. Et également, on l'a constaté dans l'augmentation des recettes, parce que la plupart des recettes, en tout cas les plus gros montants en termes de redressement fiscal, se déroulent au niveau des grandes entreprises et notamment au niveau des groupes de sociétés. Ce qui fait que,
aussi bien les multinationales que les entreprises locales sont en train de converger vers ce qu'on appelle la conformité fiscale. Actuellement, c'est comme les entreprises sont obligées d'aller vers la conformité fiscale. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons effectivement bien noté. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est la lutte contre l'érosion de la base imposable. Je l'ai évoqué tantôt. Ça renvoie à ce qu'on appelle les prix de transfert. Parce que quand on est dans un groupe de sociétés, on peut décider de diminuer le prix. Si le flux va vers un État qui impose moins, ou augmenter le prix plutôt, augmenter les prix si le paiement va dans un État qui impose moins, ou diminuer un peu le prix pour éviter avoir comme résultat que l'actionnaire perçoit plus de dividendes. Parce que c'est l'actionnaire en général qui possède les différentes sociétés qui interagissent ou qui font des transactions. Donc le contrôle en matière de prix de transfert est renforcé. Toutes les prestations intragroupes, les opérations financières et les prestations de services sont examinées avec beaucoup de rigueur par les administrations fiscales. La justification économique également est mise en avant. Chaque prix doit être économiquement justifié et chaque prestation facturée doit démontrer une véritable création de valeur. C'est-à-dire, les facturations fantaisistes, on peut les faire, mais l'administration fiscale va les challenger et va vous demander de justifier la réalité de la prestation et qu'est-ce qui peut justifier économiquement de facturer un prix et de percevoir une rémunération. Donc, c'est la documentation. Maintenant, la documentation est très importante. C'est-à-dire, on peut documenter, il faut documenter pour éviter le risque fiscal ou pour aller vers une conformité. Donc, documenter les prix de transfert devient une protection concrète. Donc, il peut transformer même le risque en situation de conformité ou preuve de conformité des opérations qui sont réalisées. La troisième tendance, c'est la montée de la fiscalité du numérique. Le numérique a bouleversé beaucoup de règles. Les règles fiscales également n'ont pas été épargnées parce que les règles fiscales précèdent l'explosion du numérique. Maintenant, on constate que les administrations sont en train de se rattraper avec de nouvelles règles d'imposition visant les activités numériques, visant les plateformes, visant les actifs immatériels et visant les systèmes de paiement électronique. Parce que ce qui se passe, le dispositif est quelque part, le bénéficiaire ou le prestataire n'est pas au Sénégal, mais de là où il réalise des opérations au Sénégal et perçoit des revenus. Et là, l'administration fiscale, à travers les règles fiscales, est en train de s'ajuster pour bien appréhender les services numériques. Les services numériques, donc, sont, en tout cas au Sénégal, on le verra en termes d'illustration, slide, bien imposés en ce qui concerne la TVA. Donc actuellement, on a un système de TVA sur les services numériques. Donc, tout ce qui est streaming, contenu, les contenus en ligne, les cloud, les publicités en ligne, les données qu'on utilise, les plateformes, les marketplaces, tout ça, maintenant, c'est appréhendé et les opérateurs qui sont à l'étranger sont invités à faire des déclarations et à payer la TVA sur ces services numériques. Donc, et ces services-là sont imposables à la TVA au Sénégal dès lors que la localisation au Sénégal est constatée. Et cette localisation est constatée si l'adresse de facturation du client y est rattachée.
Le client qui profite du service, si son adresse de facturation est au Sénégal, la TVA est applicable. C'est pareil si les coordonnées bancaires de paiement sont rattachées au Sénégal. C'est également le cas si le numéro de téléphone qui a permis aux clients de se connecter et de profiter de ces services est rattaché au Sénégal, la TVA sénégalaise doit s'appliquer. C'est pareil également si l'adresse IP utilisée, l'ordinateur, tous les ordinateurs ont une adresse IP, donc si c'est rattaché au Sénégal, la prestation est appréhendée à la TVA sénégalaise. Et l'objectif qui a été recherché, c'est de neutraliser un peu, parce que ces fournisseurs de services numériques sont domiciliés à l'étranger, donc ils ne payent pas d'impôts au Sénégal, alors que ceux qui sont domiciliés au Sénégal ne peuvent pas échapper à l'imposition. Donc on a mis en place ces règles pour rétablir un peu la neutralité par rapport aux opérateurs locaux. Nous savons que la TVA est un impôt qui doit être un impôt neutre. Voilà. L'État n'a pas encore fini d'appréhender les services numériques parce qu'il y a un projet qui va bientôt peut-être voir le jour qui va amener une taxe de 3%. Bon, le taux peut changer, ça peut monter comme ça peut descendre, sur les services numériques qui justifient une présence numérique significative au Sénégal. C'est-à-dire, en sus de la TVA que nous avons vue, il y aura une nouvelle taxe. Voilà. Et cette nouvelle taxe vise toutes les entreprises qui ne résident pas au Sénégal, mais qui ont une présence numérique significative au Sénégal. Et cette présence numérique significative au Sénégal est définie. Okay? Donc, ça, c'est à chaque fois que on justifie qu'il y a au moins plus de 1000 utilisateurs, clients ou titulaires de comptes situés au Sénégal, on va considérer que l'entreprise numérique non domiciliée au Sénégal a une présence numérique au Sénégal significative. Et on va appliquer cette taxation de 3%. C'est le cas également si les rémunérations brutes annuelles facturées au Sénégal dépassent 50 millions. Voilà. Donc, le processus continue. Et on va de plus en plus taxer le numérique au Sénégal. Voilà. Slide. La quatrième tendance, c'est la sécurité fiscale. Le Sénégal et tous les autres États seront obligés d'aller vers plus de sécurité fiscale. Parce que ce qu'on constate, que actuellement, l'investisseur n'analyse plus seulement le marché. Il regarde la stabilité fiscale du pays. Il regarde également la lisibilité des textes. Il regarde également la capacité du pays à offrir un environnement prévisible. Notamment, également, la modernisation de l'administration fiscale. Donc, l'investisseur, actuellement, appréhende tous ces aspects pour décider d'investir dans un pays. C'est pourquoi, aux décideurs publics, nous leur demanderons de renforcer la clarté des règles. Nous espérons que le CGI, le Code général des impôts, en cours de modification, va apporter plus de clarté et va également simplifier les procédures pour préserver l'équilibre entre recettes et attractivité. Parce que malheureusement, ce qu'on constate actuellement, on met focus plus sur les recettes. Et ça, à long terme, ça peut être nuisible pour notre pays. Aux décideurs privés, on leur demandera d'intégrer la fiscalité dès la conception des projets, dès la signature des contrats ou leur préparation, ou la structuration des partenariats ou des investissements. C'est à ce stade-là qu'il faut intégrer la fiscalité pour ne pas
se retrouver avec des surprises. C'est pourquoi nous, au niveau de FACE Africa, comme tout conseil fiscal, nous devons accompagner les organisations pour passer d'une fiscalité subie à une fiscalité maîtrisée, sécurisée et créatrice de valeur. Et ça, c'est possible. Et c'est sur ça que nous travaillons tous les jours. Donc, la fiscalité doit être claire, compétitive et alignée sur les standards internationaux pour pouvoir attirer durablement l'investissement. Parce que nous rencontrons tous les jours les investisseurs qui se plaignent. Et ça, c'est peut-être dommage. Il faut qu'on rectifie. Et j'espère que les décideurs publics seront informés ou saisis, ou on partagera avec eux, parce que c'est eux réellement qui vont nous permettre d'avancer. Pourquoi ces évolutions concernent le Sénégal? Donc, comme vous le savez, le Sénégal attire de plus en plus d'investisseurs, les multinationales, les entreprises africaines, les fonds d'investissement. Donc, le Sénégal a cette attractivité, néanmoins, a toujours cette attractivité. Voilà. Donc, les investisseurs vont continuer à investir dans notre pays. Okay. Les flux financiers également, avec le pétrole et le gaz, il y aura beaucoup d'intervenants dans la ligne de service, en amont comme en aval. Et également, par rapport à la diversité des interventions, le Sénégal sera obligé, et c'est le cas, de négocier et de signer plusieurs conventions fiscales. Et ça exige donc de plus en plus ou davantage de contrôles fiscaux menés par l'administration fiscale. Donc les entreprises sénégalaises également doivent avoir une exigence de conformité ou renforcer leur exigence de conformité. Nous avons également l'intégration africaine, la ZLECAf, qui est là. C'est une ouverture, ça va attirer les investisseurs. Tout cela va entraîner des flux importants vers le Sénégal ou à partir du Sénégal, donc, et souvent par le canal des multinationales. Donc, le Sénégal est dans la mouvance et dans cette dynamique. Voilà. Nous avons relevé 5 grands défis pour les entreprises. Le premier défi, les entreprises doivent sécuriser les opérations internationales. Toute entreprise qui commerce avec l'étranger doit faire attention par rapport aux termes du contrat et au traitement des transactions. Parce que sinon, elle peut se retrouver avec beaucoup de surprises et beaucoup de manques à gagner au plan financier. Son plan d'affaires peut se retrouver à l'eau. Parce qu'un contrôle fiscal peut arriver et les dégâts on ne fera que les constater. C'est pourquoi les contrôles fiscaux doivent être anticipés. Ça aussi, c'est un défi. Parce que nous avons vu l'augmentation des recettes. Plus de 5 000 milliards, avec une prévision en hausse de plus de 24% pour l'année 2026. Et ils vont aller chercher ça au niveau des contribuables. Et qui les contribuables? C'est les entreprises. Voilà. Donc, il faut anticiper les contrôles fiscaux. Il faut plus les subir. Et ça, c'est possible. C'est possible de ne pas subir les contrôles fiscaux. Voilà. OK. Autre défi. Non, pas de souci, je l'ai pas en tête. Voilà. Donc, sécuriser les opérations transfrontalières, accompagner les entreprises dans leur conformité, renforcer les compétences des décideurs. Voilà. Et c'est extrêmement important
Je fais allusion à la gouvernance fiscale comme outil de pilotage stratégique. Donc il faut que les décideurs soient au courant de ce qui les attend en termes d'impact fiscal des opérations qu'ils vont mettre en place. Donc gérer correctement les conventions fiscales, on en a parlé, intégrer la fiscalité dans la conception des investissements. Donc ce sont ces défis-là. Les défis se présentent au niveau en général, les défis interpellent les entreprises. Voilà. Au-delà du défi d'augmentation des recettes, tous les autres défis, c'est les entreprises qui sont concernées. Donc, surtout, renforcer la gouvernance fiscale. Voilà. Oui, nous avons également identifié 5 piliers au niveau de FES Africa parce que nous savons que la fiscalité du XXIe siècle va reposer sur ces piliers-là. Donc, pour passer d'une fiscalité subie à une fiscalité maîtrisée, responsable et créatrice de valeur. Donc, comme on l'a dit, anticiper. Donc, c'est des mots d'ordre. Anticiper, sécuriser, intégrer, digitaliser et gouverner. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est cette tendance-là qu'il faut intégrer au sein de la gouvernance fiscale au niveau de nos entreprises. Donc, c'est possible de ne plus subir un contrôle fiscal. En tout cas, nous, nos clients ne subissent plus de contrôle fiscal parce qu'on les anticipe et on les sécurise. Les investissements, c'est ça qu'on dit souvent à nos clients. C'est-à-dire, nous, on préfère être sollicités en amont. En aval, c'est possible de faire beaucoup de choses, mais c'est mieux d'intervenir en amont des opérations pour, dans les contrats, déjà verrouiller, sécuriser. Et également dans le traitement des opérations qui sont faites. Intégrer la fiscalité dans les décisions stratégiques, digitaliser les processus fiscaux, même au niveau des conseils fiscaux. Nous, on est en train de digitaliser nos process. Ça nous permettra de travailler plus rapidement et plus efficacement. Et gouverner, développer une véritable culture de conformité. Chaque redressement peut être évité. Que chaque opération peut être sécurisée au plan fiscal. Voilà les 5 piliers, les recommandations que nous souhaitons formuler. Là, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Et si vous permettez, peut-être je peux conclure rapidement, parce que je pense que j'ai pris quand même un peu plus de temps que Madame Tal. On l'a dit souvent, au Sénégal, un investisseur ne choisit plus le Sénégal uniquement pour son marché. D'ailleurs, le marché n'est pas très important, sauf peut-être considérer le marché africain qui s'ouvre. Voilà. Mais l'investisseur ne va plus choisir le Sénégal uniquement par son marché. Mais l'investisseur va analyser la stabilité fiscale du pays, la sécurité juridique, la qualité de l'administration fiscale, la prévisibilité des règles et la rapidité des procédures. Donc la fiscalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle devient un véritable facteur d'attractivité économique. Mesdames, Messieurs, permettez-moi peut-être de conclure rapidement par une réflexion. Le XXIe siècle ne sera pas seulement celui de la concurrence économique. Pour nous, il sera celui de la concurrence fiscale. Les capitaux iront vers les pays qui offriront la meilleure combinaison entre stabilité, transparence, sécurité juridique et compétitivité. Le Sénégal possède aujourd'hui une opportunité historique. Nous avons les ressources, nous avons les compétences, nous avons une vision
Il nous appartient désormais de construire une fiscalité capable d'accompagner nos ambitions. Et c'est pourquoi je voudrais donc lancer 3 appels. D'abord, au pouvoir public, je leur demanderai de poursuivre la modernisation de notre système fiscal afin de renforcer l'attractivité du Sénégal et ne plus uniquement focaliser sur les rentrées de recettes. C'est une erreur dans le long terme, dans le moyen et long terme. Au secteur privé, faisons de la conformité fiscale un avantage compétitif plutôt qu'une contrainte réglementaire. Aux professionnels de la fiscalité que nous sommes et du Conseil, nous devons innover, nous devons former, nous devons accompagner nos entreprises pour qu'elles deviennent des acteurs de référence sur le continent. C'est ça que nous croyons, c'est pourquoi on ne se limite pas uniquement au Sénégal, on cherche à sortir du Sénégal. On est sorti du Sénégal, même si on est bien présent au Sénégal. On est en Côte d'Ivoire, on est au Bénin, on est en Guinée, on est au Togo et bientôt on sera en Mauritanie et dans le Sahel. Cette citation, une fiscalité moderne ne décourage pas l'investissement. Parce que si dans un pays, on a une fiscalité qui décourage l'investissement, on peut considérer que ce n'est pas une fiscalité moderne. C'est une fiscalité dépassée. Elle doit inspirer la confiance des investisseurs. On attendra de voir ce que le nouveau Code général des impôts nous donnera. En tout cas, on est en train, nous, de veiller. On anticipe même et on partagera la réflexion qu'on aura de ce nouveau Code général des impôts. Construisons ensemble un Sénégal où la fiscalité n'est plus seulement un outil de perception de recettes. Et ça, j'aimerais bien que nos amis m'entendent de l'autre côté. Mais un véritable moteur de développement économique, un véritable moteur d'investissement et un véritable moteur de prospérité durable pour nos entreprises et pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.